Kamit, chers frères et sœurs, chers Mpangi, soyez les bienvenus sur cette plateforme de l'Académie de la culture noire. L'Académie de la culture noire que nous avons dénotée Culture avec K pour signaler l'importance du coup dans la civilisation kémétique, la première civilisation que l'humanité ait connue, qui ait une longueur de durée au-delà de 6 millénaires. Le cas dans l'écriture dans le mot culture signale aussi, rappelle, veut s'efforcer de rappeler que la toute première fois qu'il s'est parlé de culture en tant qu'organisation complexe à l'intérieur d'une civilisation, c'est dans ce cas nous avons eu l'humanité tout entière a connu comme la civilisation, la toute première civilisation, je dirais, la civilisation kémétique. Et donc, ceci, c'est pour vous clarifier le pourquoi des cas dans le mot culture. Quand nous disons culture avec K, en fait, ici, nous insistons, nous entendons la toute première culture. Et la toute première culture, c'est la culture kémétique. Encore une fois, soyez les bienvenus dans l'Académie de la culture noire. L'Académie de la culture noire, comme je l'ai défini dans les vidéos précédentes, n'est pas là pour former un cadre social, mais plutôt pour former des kamits, pour former des personnes qui soient en mesure de répondre aux besoins civilisationnaires, qui soient en mesure de répondre aux défis qui nous imposent aujourd'hui notre nature, notre monde. Si donc, avant de commencer mon exposé, et même avant même de donner mon titre sur le cours d'aujourd'hui, je vais introduire cette séance avec une prière kémétique, une prière récitée dans la langue de nos ancêtres, la langue Untu Untara, qui est aujourd'hui appelé les Nedou Neter. Nedou Neter signifie tout simplement les paroles divines, les paroles du Créateur, pour faire comprendre que la langue que nos ancêtres parlaient était la langue du Créateur, et cette langue était vocalisée Untu Untara. Aujourd'hui, il est vocalisé aussi Nedou Neter. Mais il est important, quand nous parlons de notre tradition, pouvoir être en mesure de citer les noms, de dire les mots, et surtout quand on arrive aux prières, de les faire dans la langue originelle, dans la langue de nos ancêtres. Cette langue aujourd'hui aussi, c'est ce qu'on appelle les Chikam ou les Kikam. Les Kam, c'est-à-dire Kam vient des Kamits au singulier, et quand on parle des Chikam, ou disons les Chikam est une forme diluée d'Untu Untara. Alors je vais commencer cette prière que vous pouvez aussi répéter chaque jour quand vous vous levez. Je vous donne avant tout la signification. La signification de cette prière signifie tout simplement « Je suis la lumière et seulement la lumière ». Nous devons nous rappeler chaque matin que nous sommes la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la lumière, c'est la conscience dont la volonté s'impose sur l'énergie et l'active de manière à ce qu'ils puissent modifier les champs d'inut, la matière indifférenciée à travers le rayonnement du soleil pour en faire le monde manifesté tel que nous la connaissons aujourd'hui. Et donc, j'ai commencé cette prière. Nuk penuk ka. Nuk penuku. Nuk penuku. Nugar penuka ku. Nugar ku. Nugar ku. Nuk penuku. Nuk penuku. Nugar penuka ku. Nugar ku. Nugar ku. Je disais donc, en utilisant la toute première langue que nos ancêtres aient connue et développée, la langue Untu Untara, que je suis la lumière et seulement la lumière. Dans l'Académie de la culture noire, nous sommes dans une phase où, je dirais, notre mission est celui de nous reconduire
à notre excellence, de nous reconduire à notre antériorité, ou je dirais encore de nous reporter sur la voie, la juste voie, de nous remettre à notre place. Et pour ce faire, il y a, avant de commencer même ce travail-là, il y a des travaux préliminaires à faire. C'est ainsi donc, excusez-moi, les cours ont été divisés, ou disons, ce processus à travers les Pahou Neteru a été divisé en 11 phases. Une première phase, c'est la phase 0, la phase préliminaire, la phase appelée Amen. Dans cette phase, nous allons jeter les bases qui vont nous permettre de travailler à partir de la phase 1 qui sera Aoussar jusqu'à la dernière phase qui sera Guerre. Et maintenant, aujourd'hui, c'est un cours, ou disons, c'est un énoncé, c'est un partage qui vous apporte, qui s'intitule tout simplement Ankh. Ankh. L'Ankh, c'est ce qui a donné dans la tradition que nous connaissons aujourd'hui comme tradition orientale, Aoum. Les mots au début étaient Ankh. Ankh dans la cosmogonie kémétique, c'est le premier son qui émet la conscience du créateur quand il se crée. Parce que dans la tradition kémétique, où il est important de réaliser que la création ne commence pas avec le Big Bang ou avec Dieu qui dit que la lumière soit. Non. Dans la tradition kémétique, Dieu en première ligne, les créateurs, parce que nous ne parlons pas de Dieu, excusez-moi, les créateurs n'est pas encore créateur. Il n'existe pas encore. En fait, dans les livres de la création des Ra, c'est bien écrit en lisant les Unto Untara, Meduneter, que le créateur se crée lui-même avant tout. Ça signifie quoi? Les créateurs passent d'un état indifférencié dans un état indifférencié. Les créateurs dans un premier état est subjectif. Dans notre cours, quand nous parlerons du subjectif par rapport au l'objectif, l'objectif rappelle l'objet, un objet. Le subjectif signifie ce qui est en dessous de l'objet, le sous. C'est-à-dire quoi le sub? Le sub est la structure sur laquelle l'objet va se créer. C'est-à-dire, dans un premier temps, les créateurs portent le nom de Amen. Amen pour dire les cachés. Ou encore Atem. Atem qui signifie les riens. Du mot Atem va être créé, va créer dans la tradition copte, puis va devenir les latins. Les mots atome, atome qui vient de atum, atome, pour dire ce qui est de l'intérieur, ce qui est puissamment intérieur. Et dans la tradition kémétique, nous partons dans cet état, le créateur et une conscience qui s'observe lui-même. Il n'existait pas. Pourquoi il n'existait pas? Le créateur est dans une phase où il est indifférencié, c'est-à-dire il n'y a pas d'objectivation, il ne fait rien, les rien. Alors, pour passer à la création, la toute première phase de la cosmogonie, le créateur se crée lui-même. C'est ainsi qu'il est écrit dans le livre de la création des rats. Et voici, je porte à ma propre bouche mon propre nom. Un ekaou qui veut dire un mot de pouvoir. Et je l'ai fait tout seul, avant même que j'ai conçu Chou et Tefnout. Chou et Tefnout sont les deux toutes premières forces maléatrices, créatrices de la réalité. C'est grâce à Chou et à Tefnout que nous allons développer plus tard, que la conscience et les créateurs utilisent, ce sont les défenses qu'ils utilisent pour créer tout ce qui va être créé par après. Il ne s'agit pas ici de divinité. Il est important de comprendre dans l'ancien temps, avant tout, les cerveaux, pour comprendre les choses, il a besoin des images. Et donc, nos ancêtres avaient compris qu'en mettant des images sur des concepts non imagés, cela facilitait la compréhension. C'est ainsi que Chou et Tefnout vont devenir des divinités représentables sur échelle physique. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Ce sont des concepts. Ce sont des feux. Ce sont, excusez-moi, ce sont des forces qui sont au-delà du monde objectif, qui sont des forces, structures. Ce sont des structures même, des facultés structures qui permettent la création. On peut les appeler
les facultés du Untara. Alors, premier acte de la cosmogonie, le créateur se crée, il devient subjectif. On est sur le premier point, Aussar. Le créateur est devenu Aussar. La cosmogonie nous dit que le créateur fait un premier pas en sortant du Nuts. Il s'arrête sur un premier point et il regarde derrière pour la première fois. Et il réalise qu'en lui, il n'y a pas de distance. Il est partout. Il est présent dans tout l'espace disponible. Et ceci est appelé, a été enseigné, ou disons, est devenu de la tradition chrétienne l'omniprésence, que le créateur est présent partout. En réalité, c'est une faculté du créateur. Après cela, le créateur fait un deuxième pas. Ce deuxième pas, il arrive sur un point qu'on appelle Théouti. Donc, Théouti, la connaissance, ou disons l'omniscience, le créateur réalise que la matière dont il est fait contient le tout et peut devenir toute chose. Il comprend que la matière dont il est fait, les Nuts, de cette matière, il peut créer tout ce dont il veut. L'omniscience, la connaissance du tout, la connaissance suprême. Le créateur fait un troisième pas et arrive dans ces cœurs, que dans la tradition, les traditions qui ont puisé des Kemet, de la tradition kémétique, ont appelé l'omnipuissance, la puissance du créateur, qui dans la tradition kémétique a une signification bien particulière. En fait, le créateur faisant le troisième pas, en regardant encore en arrière, il réalise que, en récitant les paroles des pouvoirs, appelées de la tradition kémétique les chaos, la matière dont il est composé prend n'importe quelle forme. L'apogée de la puissance. Ceci est appelé dans la tradition, dans les traditions qui ont puisé l'Égypte antique, disons les trois concepts, l'omniprésence, les trois facultés divines, l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipuissance. Dans les traditions, Congo est appelé Makukumatatu. Nous avons Nzinga, qui est le roi. En réalité, c'est l'omniprésence, parce que le roi, il est présent en tout homme. Nous avons l'omniscience, qui est Nsaku, qui est la compréhension de tout ce qui existe, l'univers entier. Et puis nous avons Panzu, qui est l'omnipuissance. Dans le Paou Météou, qui est l'arbre de vie kémétique, l'arbre de vie est composé de 10 sphères. Nous avons parlé que des trois premiers. La raison pour laquelle j'ai parlé de ces trois premiers, nous allons ensuite parler des autres quand nous allons commencer le cours, quand nous allons arriver dans le point Aussar. Et pour comprendre un élément très particulier. Et là, je rentre à ce qu'on appelle le Ankh. Comme je disais, c'est la toute première vocalité que le créateur émet. Et c'est grâce à cette vocalité que le créateur, à cet ékaou, que le créateur sort de la subjectivité et rentre dans l'objectivité. L'Ankh symbolise la vie. C'est le début de la vie, c'est le commencement de la vie. Je disais, c'est tant qui est devenu dans la tradition brahmite et autres, les Aoum. Alors, l'Ankh, comme nous voyons ici, est un symbole d'une richesse immesurable. Ce symbole et ceci signale des notes du génie de nos ancêtres, leur capacité, leur grande puissance. Qu'ils ont créé un symbole qui renferme les trois qualités de la divinité, du créateur. L'omniprésence. L'Ankh est partout parce qu'il symbolise la famille. Et partout sur la terre, la famille est l'unité principale. L'Ankh symbolise aussi la connaissance divine. Et partout, nous avons affaire avec cela. Il symbolise aussi, disons, dans la connaissance parfaite, nous avons vu, la connaissance est la base de la famille, car la famille crée l'État. C'est le nucléaire de toute société.
et nous avons la puissance parce que la famille est le moteur de l'économie d'une nation. Et ceci est symbolisé dans l'encre. L'encre, donc, est un symbole immortel qui contient en soi toutes les trois caractéristiques de la divinité. Je disais l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipuissance. Il est ici. Mais il est important pour nous de bien comprendre la signification derrière cela. La signification ou le titre de l'encre est-il le titre de toute une vie. Ceux qui sont désirés de commettre l'encre en profondeur peuvent me contacter ou nous pouvons mettre sur pied une commission où on étudie sérieusement les implications de ces symboles, un petit symbole qu'on peut construire avec tout matériel présent dans la nature, mais dont la signification est puissante et est toujours présente. L'encre, dans la société kémétique, nous enseigne comment nous devons être prospères. La prospérité, la clé pour la prospérité dans la tradition kémétique n'est pas dans les prières adressées au divin, au créateur chaque jour, mais dans la compréhension de cet élément, de ces symboles. La santé, la prospérité, je disais, l'équilibre, ou disons, je ne voulais pas parler de la démocratie parce que dans le monde kémétique, nous pratiquons la mahacratie, ok? Ou la mahatocratie. La mahacratie, la mahatocratie, c'est la même chose. Alors, ici, nous avons affaire avec des principes, Shu et Tefnut. Shu est les principes chauds, Tefnut est les principes froids. Dans la conception dans laquelle nous vivons aujourd'hui, que j'appellerai conception contemporaine, Shu et Tefnut est équiparé à ce que nous appelons les polarités. Polarité positive et négative. La polarité négative, en réalité, n'est pas une polarité négative, mais c'est une polarité sub. Donc nous avons une polarité objective et une polarité subjective qui confère les deux qualités de la divinité, car la divinité est subjective et objective en même temps. Des forces. Donc on parle de l'individu. Dans le mot individu, le mot individu est un mot composé de deux mots, indivisible et dualité. C'est-à-dire, un homme est une dualité indivisible. Chaque homme est formé de Shu et de Tefnut, d'une polarité masculine, d'une polarité féminine. Et cette caractéristique duel est contenue dans toute chose, dans toute manifestation du Créateur. Et ceci, nous pouvons le voir en étudiant seulement l'encre. Alors, l'encre est très important pour l'équilibre de la société. Une société mathique, une société qui vit dans la prospérité. Une famille mathique, une famille qui est prospère. Un homme mathique est un homme qui est prospère. C'est pourquoi, pour avoir la prospérité telle qu'est structurée par nos ancêtres, il faut comprendre l'encre. Il faut étudier l'encre. L'encre est composée de trois parties, ok? Ou disons deux parties. Nous avons la partie supérieure de l'encre qui est un cercle, une circonférence. Cette circonférence ici représente le womb, c'est-à-dire l'utérus de la femme, donc la polarité féminine. En bas, nous avons la tige qui représente les pénis de Haussar, qui est la polarité masculine. Et puis, à leur rencontre, nous avons des branches ici qui représentent les enfants, la vie, la régénération. Donc, toute société, pour pouvoir avoir une régénération, pour pouvoir coexister dans le temps, il faut un équilibre entre la polarité féminine et la polarité masculine, contenue dans toute personne, contenue dans toute manifestation. Ici donc, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous devons comprendre que l'encre, c'est le signe de la régénération. Et donc, les secrets pour la vie, les secrets de la prospérité, de la santé est contenu dans cet instrument. C'est ce que je vous conseille à tous ceux qui se sont inscrits dans l'Académie de la culture noire de s'en procurer un. Il va être très important. Il n'est pas un symbole magique, mais c'est un symbole qui est très important. Il contient un message qui a été conservé dedans depuis des millénaires. Ces messages et les fruits d'un travail qui est duré des millénaires. Et ce travail, ces connaissances, il a été conservé pour nous. Les Kamites d'aujourd'hui.
Donc, parlons d'une famille ou d'une société. J'ai dit, il doit y avoir équilibre entre les polarités féminines et masculines. Ici, nous avons la polarité féminine. La polarité féminine se trouve au-dessus de la polarité masculine. Cela veut dire que dans la société, dans une famille, c'est l'homme qui porte sur ses épaules les enfants et sa femme. La femme est au-dessus. L'homme est en bas. L'homme ses pieds touchent directement la terre, Geb. Et la femme touche directement le point Amen. Ceci pour dire, nous avons des êtres manifestés dont un relève des caractéristiques qui sont du monde subjectif et un relève de la caractéristique du monde qui sont objectifs. La femme représente les créateurs dans son état indifférencié, dans son état subjectif. Je dirais, la femme représente Amen. La partie de la créateur qui est Amen à l'intérieur de la manifestation. L'homme, par contre, représente à terme ou à tout les créateurs objectifs quand il est manifesté. Sur une équation binaire, la femme est 0, l'homme est 1. C'est-à-dire la femme, la polarité féminine se trouve dans le point Amen et la polarité masculine se trouve dans le point Aussar. Nous avons un équilibre parfait. L'homme, la femme dans la famille, dans la société, s'occupe de tout ce qui est subjectif, c'est-à-dire des choses, nous pouvons définir tout ce qui est invisible, comme la santé des enfants ou de toute la famille. La femme s'occupe du fait que tout le monde soit content, les bien-être, tout le monde sourit. Ce sont tous des concepts, comme les créateurs amènent, les cachés, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui sont quand même présents. Le créateur s'est fait sentir partout, mais il n'est pas visible. Et la femme incorpore toutes les qualités. La femme, c'est la sacerdotesse, ou je dirais ici, créateur, parce qu'elle est en contact direct avec le créateur, parce que son rôle est celui de procéder à l'exécution des mentions qui sont d'ordre de la faculté Amen. Tout ce qui est invisible, parce que Amen est caché. On dit les cachés. Et dans cette phase, nous avons un équilibre. Ici, en bas, nous avons l'homme. L'homme est par des Aussar à Geb. Ok? D'ici. Aussar à Geb. L'homme a les pieds sur la terre, c'est-à-dire l'homme s'occupe de tout ce qui est matériel. Chercher la nourriture, fabriquer, procurer une maison, trouver des matériels, aller travailler à rapporter de la nourriture à la maison, procéder, procurer toute la partie matérielle dont la famille ou la société a besoin. C'est comme ça dans le monde kémétique, les femmes étaient généralement dans les temples à s'occuper des aspects immatériels de la divinité, pendant que les hommes étaient sur les champs, disons, à travailler à travailler de manière active. Geb, ça dit tout ce qui a à faire avec ce qui est matériel. Donc, signifie que aussi longtemps que cet équilibre est maintenu, la société est dans la prospérité. Mais attention, ici, qu'est-ce qui se passe quand nous sommes allés en contact avec d'autres civilisations? Il y a eu un pervertissement. Vous voyez, l'encre, la partie Amen peut être ouverte. Une fois qu'on détache cette partie, on l'ouvre, qu'est-ce qu'on a? On a un épée. Où la force masculine devient la manche, les tiges, et la partie cachée, où la femme, la polarité féminine, devient une lame utilisée pour tuer. Et quand elle est pervertie de cette manière, on la retourne de l'autre côté, on a la croix. Mais je ne vais pas rentrer dans cela aussitôt. Je rentre dans Ankh. Les messages ici contenus dans ces symboles que je vous recommande d'avoir, contrairement à ce que certaines pensent qu'il s'agit d'une arme ou d'une clé magique, non. Il s'agit d'un symbole qui contient un enseignement important, un message important.
pour qu'une société soit prospère, pour qu'une société puisse évoluer, il doit y avoir un équilibre. L'équilibre est fait entre la polarité féminine, représentée par Amen, et la polarité masculine, représentée par Aussar. Et nous avons les enfants qui naissent, qui sont les Nétérous. Les Nétérous sont les enfants qui sont nés de l'interaction, la toute première génération qui naît de l'interaction entre Chou et Tefnut. Nous avons les divinités, donc les enfants, les Nétérous. Untu. C'est les Untu qui naissent. Ce symbole est important et aujourd'hui, beaucoup se sont égarés à la recherche de la prospérité à travers toutes les possibilités, je ne sais pas moi quoi, tout ce que nous voyons de notre société aujourd'hui. Mais la clé existe, une clé importante qui nous enseigne la voie de la prospérité, la voie de l'équilibre, la voie de la paix, la voie de l'amour. Elle s'appelle Ankh, qui est devenue Aoum. Ankh est la base et la première sonorité que la conscience divine a émise quand il rentre dans la manifestation. Aujourd'hui, par contre, nous devons constater que nous avons abandonné la tradition kémétique. Nous sommes rentrés dans ce que nous appelons une forme de tradition commerciale. Une forme de tradition que j'appellerais une tradition judéo-gréco-commerciale. La tradition judéo-gréco-commerciale est ce qu'on appelle aujourd'hui en cours la tradition africaine. C'est une tradition basée sur les commerces. Dans une tradition où les parents mettent des enfants non pour la continuité de la tradition, non pour la continuité de la vie, mais ils mettent des enfants au monde pour que ces enfants aillent travailler comme des esclaves dans les autres cultures et leur apporter de l'argent. Une culture où, quand on enfante une fille, on est content parce qu'un jour, on va la marier et demander un prix pour cela. Une tradition marchande. Et une tradition marchande, si je vous signale bien, est en contradiction avec les principes de Ankh. Et donc, cela signifie la mort. Cela signifie la destruction. Ici, j'aimerais marquer un point. Que la destruction que nous vivons dans le monde kémétique aujourd'hui, nous en sommes la cause. De quelle manière? L'oncle est là pour nous enseigner comment les ancêtres nous ont laissé une carte. Ils ont traversé toutes les étapes d'une civilisation parce que la civilisation kémétique n'est pas la première. Il y a eu d'autres tentatives qui ont failli. Après, ils ont trouvé la formule juste. Et ils ont fait en sorte que la descendance puisse avoir les informations. Comment il faut fonctionner pour avoir la prospérité. Comment il faut fonctionner en soi. En tant qu'individu, dualité indivisible. Comment il faut fonctionner en tant que famille, représentée par Ankh, l'union entre Chou et Tefnut. Comment il faut fonctionner comme société. Tout est inscrit là-dedans. Dans le moment où nous devenons une société marchande, du moment où nous avons abandonné notre tradition pour devenir une tradition judéo-gréco-commerciale, qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Nous sortons de notre voie, et par conséquent, nous commençons à tomber. Confère la destruction que nous voyons aujourd'hui dans le monde kémétique. La solution n'est pas dans tout ce que vous pouvez penser être. D'autant plus que vous vous souviendrez des derniers 40 ans dans le monde kémétique en référence à l'Afrique, tout a été fait pour pouvoir trouver un modèle de développement. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je disais avant qu'il y a un monde sub et un monde objectif et sub.
Le monde objectif est, disons, les faits. Le monde subjectif est la cause. Pour changer un effet, il faut en modifier la cause. On ne peut pas changer une cause en cherchant de modifier les faits. Et ce que nous voyons aujourd'hui, la pauvreté, la mort et tout quand même la troisième guerre mondiale qui est en train de s'approcher de manière rapide et s'annonce terrible dans les continents africains, dans les continents comme Kachopa. Et seulement un effet. La cause n'est pas politique. La cause n'est pas tout ce que nous pouvons faire, voir. La cause est du fait que nous avons abandonné les modèles de vie que nos ancêtres nous ont laissés, qu'ils ont façonnés pour nous. Du fait que nous sommes sortis de l'encre, nous avons adopté un modèle de vie judéo-gréco, commercial. Nous sommes rentrés dans une phase de décadence. Aujourd'hui, la situation est pire parce que nous sommes dans une phase plus avancée de cette décadence. Mais la situation était quand même en décadence il y a 50 ans, il y a 60 ans. Il y a même 80 ans, la société était quand même en décadence. Et cette décadence a commencé il y a très longtemps, depuis la chute de Kemet. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase que je pourrais définir, disons, ultime. Et nous voyons cette manifestation. Mais la clé ne se trouve pas dans tout ce que nous pouvons penser. Nous devons rentrer dans notre tradition. Quand je dis tradition, je parle du modèle de vie. Les traditions évoluent par rapport au temps et aux exigences contemporaines, mais les modèles de vie restent les mêmes. Le modèle de vie est une structure souple, c'est-à-dire la base, la structure en dessous d'une société qui permet la construction de la société au-dessus. On ne construit pas une maison sans avoir jeté les fondations. Les fondations de la société kémétique a été jetées par nos ancêtres, bien que Kemet soit tombé, mais elle n'a été que tombée sur le monde objectif. Kemet est tombé de manière objective, mais de manière subjective, les bases sont restées. Et le message nous a été conservé dans la langue Muntu Untara. Il est de notre exigence, c'est notre rôle de pouvoir étudier les Muntu Untara, à les reconnaître, retrouver la substructure. Et selon les bases, les plans de construction, reconstruire la tradition kémétique comme il a été. C'est ça notre rôle. Il est triste de constater que nous sommes en train de faire complètement le contraire. Nous lamentons des morts, de la souffrance que nous voyons à œil nu, mais nous sommes incapables de faire ce qu'il faut faire pour sauver la situation, pour sortir de la situation. Et il n'y a pas des solutions, il n'y a pas 4 solutions, il y en a une. Dans la forêt, dans la rivière, tous les animaux se réjouissent, se regroupent pour boire de l'eau. Une fois fini de boire l'eau, les lions marchent avec les lions. Les aigles marchent avec les aigles. Les lapins marchent avec les lapins. Les serpents vont avec les serpents. Vous ne trouverez jamais un coq qui se promène qui abandonne les siens. Il va se promener avec les canards. Parce qu'il va mourir. Parce qu'à un moment donné, les canards vont se jeter dans l'eau. Et s'il est bête, il va se jeter dans l'eau et ne pourra pas nager. C'est pourquoi je parle de la mémoire. Et c'est ce qui est ici, le rôle de l'Académie de la culture noire et nous rappeler qui nous étions. À travers des techniques de méditation, à travers des enseignements, à travers des partages, à travers la réétude, une analyse du monde kémétique antique, nous allons pouvoir nous rappeler de qui nous étions. Parce qu'il est important, une personne sans mémoire est une marionnette. Et c'est ce que nous nous souvenons. À beaucoup d'entre nous, quand nous nous demandons qui nous sommes, chacun pense à son village. Mais nous devons réaliser que
la toute première invasion qu'il y a eu dans le monde kémétique, c'était l'invasion des Hyksos. Après les Hyksos, nous avons eu l'invasion des Assyriens, après les Perses, après les Arabes, après les Grecs, après les Romains, et après l'Occident. C'est-à-dire aujourd'hui, à beaucoup peuvent être facilement, genre il peut être facile l'exercice mental, psychique ou mental, cherchant à diviser la culture, ce qu'on peut dire la culture noire de la culture de l'influence occidentale. Parce qu'ils sont les derniers arrivés. Ou peut-être encore, peut-être, je dis peut-être, on peut encore faire cet effort avec la culture musulmane. Mais quelle différence feriez-vous, comment feriez-vous à démarquer la culture kémétique, notre héritage, de l'influence hittite, par exemple, ou perse? Vous êtes complètement incapable parce qu'il n'y a pas de mémoire. Et la mémoire est importante pour ça. Ceux qui utilisent le monde, ceux qui étudient et connaissent le monde des computers. Quand un computer a été contaminé par un virus, je donne l'exemple lundi de la semaine dernière, vous devez faire un backup. Le backup va vous permettre d'annuler parce que du moment où votre computer a été contaminé, tous les documents, tous les vidéos, files, audio, tout ce que vous avez fait, réalisé, même s'il s'agit de votre plus grand chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre contaminé. Et à toute personne que vous allez partager ces documents, il va apporter la contamination avec lui et va contaminer aussi les autres. Pour pouvoir sortir de cette situation, il faut faire un backup. Il faut ramener le computer d'aujourd'hui à non lundi, mais dimanche. Pourquoi? Parce que dimanche, le computer n'était pas encore contaminé. Et ce même principe est applicable dans le monde noir. Pour pouvoir voir de l'eau pure de la tradition noire, il faut rentrer. Il faut remonter la mémoire ancestrale noire jusqu'à dépasser, jusqu'à avant l'invasion des Hittites. Et pour ceci, je parle de la religion. En termes de religion, tradition, tout. Il faut pouvoir remonter jusqu'avant l'invasion des Hittites pour avoir des informations vraies. Parce que tout ce qui s'est manifesté après l'arrivée des Hittites, après l'arrivée des Assyriens, des Perses, des Grecs, des Arabes, des Grecs, des Romains, et ainsi de suite, sont contaminés. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'informations dans le monde de la spiritualité, par exemple. Nous avons des sacrifices animaux. Nous avons de l'histoire où en Afrique, où on parle, par exemple, il fallait traverser une rivière et puis la divinité était fâchée, donc il fallait sacrifier quelqu'un. On jetait quelqu'un dans l'eau et puis l'eau s'est calmée, là, on passait. Alors, je peux vous affirmer que tout ce genre de choses, et même quand on parle des sacrifices des enfants, par exemple, nous avons le culte où, chez les Bakongo, dans toute l'Afrique, où on sacrifie des personnes, où un père sacrifie son fils, où une famille ont des associations, des associations des sorcelleries où on sacrifie des personnes. Eh bien, je peux vous assurer, avec la plus haute autorité, que ce n'est pas elle est peut-être une tradition africaine, mais elle n'est pas une tradition kémète. Elle ne vient pas de nos ancêtres. Parce que nos ancêtres, s'il faut être vrai, ont écrit tout ce qu'ils faisaient. Quand vous allez sur Kemet, nos ancêtres ont écrit sur tout ce qui était possible pour écrire. Ils ont écrit dans les tombeaux. Ils ont écrit sur le mur. Ils ont écrit partout, sur les pots. Tout ce où il fallait écrire, ils ont écrit. Ils ont écrit des papyrus. Notamment ceux qui viennent dire que le monde noir ne possède pas une langue. Non, non, la langue des langues est née dans le monde noir. Et nos ancêtres, en utilisant ce qu'on appelle aujourd'hui les hiéroglyphes, ont écrit partout. Les hiéroglyphes, les Medunetcher, les Untuntara. Même non pour une langue, même pour l'écriture. Les paroles divines. Les paroles de Untara ont été écrites partout. Alors, vous ne trouverez pas, vous ne trouvez sur aucun objet du monde kémétique où on est en train de couper la tête. Ça, vous trouvez ça dans la Bible. Avec Abraham qui est prêt à sacrifier son fils Daniel à son Dieu Yahweh qui lui a demandé.
comme preuve de loyauté. Mais ce n'est pas, n'est-ce pas un Dieu qui connaît le cœur des hommes? Pourquoi demanderait-il une preuve de loyauté à un homme dont il connaît les présents, les actions et les pensées, contradictions? En fait, on nous rapporte l'histoire de Daniel, seulement, pas des autres où les sacrifices a été fait. Alors, dans le monde kénétique, vous ne trouvez sur aucun cartouche, aucun mur, aucun tombeau où on parle des sacrifices. On a des tombeaux où on parle des actes de guerre, où on voit comment, par exemple, Aoussar est en train de se battre, mais on ne parle pas des sacrifices. On ne parle pas d'égorgement des animaux, des sacrifices des poules, non. Tout ce que aujourd'hui les gens appellent tradition noire, en réalité, ils ont hérité cela par imposition, par des envahisseurs. C'est donc aujourd'hui la tradition africaine, nous avons beaucoup des éléments qui sont venus de l'influence hittite. Nous avons beaucoup des éléments qui sont venus de l'influence assyrienne, perse, arabe et qu'en sais-je. Il est aujourd'hui une mission importante pour rentrer sur notre voie, pouvoir libérer, affranchir la tradition kémétique et ce que nous sommes en train de faire. Nous devons affranchir notre héritage parce que l'héritage est contaminé. Disons, il n'est pas contaminé parce qu'il est impossible de contaminer ce genre d'héritage. Il est tellement puissant, mais cependant, il est entouré de beaucoup de faussetés. Et quand nous parlons des traditions africaines aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on puisse, je voulais dire ici, quand on parle des traditions africaines, pour la plupart, on parle des traditions donc ayant eu de fortes influences. Nous devons savoir que les Hyksos sont restés dans le monde kémétique pendant 200 ans. 200 ans. Ok? Et ça, c'est la mission que nous avons à faire. C'est-à-dire, nous devons reconstruire notre monde, nous devons remettre nos valeurs sur le chemin et nous le faisons en commençant par l'étude de langue. L'étude de langue est très important. Nous allons créer aussi une forme de condition de classe où on va approfondir. Et je vous invite aussi à participer. Alors, je vais conclure ces cours en vous remerciant de votre temps, de cette opportunité que vous me donnez de partager cela avec vous et aussi moi de recevoir quelque chose de votre part, votre énergie, votre contribution. Nous devons apprendre. L'homme noir est comme quelqu'un qui a eu un accident, il doit passer une forme de réhabilitation, rééducation. Nous avons été déséduqués en tant que Kamits. Et nous devons maintenant passer dans une thérapie rééducative. Et l'Académie de la culture noire, qui n'est pas la première, propose ces thérapies. En copiant nos aînés de la communauté noire, que je vais maintenant saluer, qui ont commencé ce grand travail avant moi. Je salue ici Baba Eru, du Shrine, ou du sanctuaire de Ptah, au Bronx, aux États-Unis. Je salue aussi Fundisi, qui est un aîné. J'ai des forts points d'inspiration. James Small et Henry Clark. Il y a beaucoup d'autres qui sont venus, qui nous ont fait voir la voie. Nous devons faire un grand travail. Et comme je disais, c'est un travail intérieur. La révolte, tous les instruments que nous avons appris du monde occidental qui passent par la violence physique. Non, je ne vous invite pas à faire de la violence physique. Non, ce n'est pas le cas. On peut se battre pour son territoire, mais cela doit être une action coordonnée. Mais même quand on arrive au combat, en tant que capacité objective, de l'action ou des planifications, cela doit avoir une structure cachée, une structure invisible de soi. Une structure féminine, parce qu'il s'agit de la polarité féminine.
tout né du monde féminin. Nous avons ici la partie de l'action à l'extérieur et ce que nous appelons à tout moi. Et lui représente le nombre zéro, la polarité féminine. Et c'est ainsi que nous pouvons agir. Mais quand nous sommes dans l'action stérile, une action juste parce que, une action en tant que manifestation de notre émotivité, les parties les plus basses d'un être sont ces émotivités, ces joies et ces sensations. Cela nous porte seulement à la mort parce que nous agissons en fonction de rien. Et quand nous agissons en fonction de rien, nous devons faire très attention parce que cela signifie nous sommes contrôlés par l'extérieur. Nos actions, en fait, ce sont des choses qui ont été prévues, qui sont des choses qui sont télécommandées par une volonté extérieure. Et cela encore, pour finir, est contraire au fonctionnement de l'Ankh. Ankh est la base. Je vous remercie pour ces cours, pour m'avoir écouté. Je vous invite à faire des commentaires ou plutôt à poser vos questions. Et je vous inviterai à faire une petite présentation de 2 ou 3 pages sur Ankh, une réflexion, une introspection de vous par rapport à ce que j'ai dit sur l'Ankh. Ou vous pouvez aussi faire des petites vidéos de 5-10 minutes sur l'Ankh, sur ce que vous avez compris. Nous pourrons les partager si vous me l'envoyez sur le site de l'académie. Nous pourrons les publier avec votre nom, votre réflexion sur l'Ankh, ce que vous avez compris ou ce que vous avez intuit. Nous parlerons de l'intuition. Mais si j'aimerais que quand vous réécoutez ce que je vous ai dit, vous vous concentrez sur votre intuition et faites une vidéo de 2-3 minutes sur votre téléphone, vous me l'envoyez. Nous allons mettre ça sur le site de l'école, tout le monde pourra voir votre travail, votre introspection, votre intuition. Je vous l'invite à faire et je vais finir cette séance par une autre prière dont je vous donne tout de suite l'explication qui dit ceci. Donne-toi au Créateur. Garde-toi au Créateur. Fais-le demain comme tu le fais aujourd'hui. Amasu empa emra sangsu. Emenra empa emra. Au kwaura maketipa erura. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à notre prochain cours. Otep, qui est la paix soit